Bonjour, mesdames, messieurs. Simon Brière, stratège de marché principal d'RJO Canada. On est le 7 janvier. Bonjour, messieurs, le 7 janvier. Évidemment, on regarde un peu l'actualité avec la démission de notre premier ministre. Je me suis dit qu'on allait faire une sorte de comparaison, voir qu'est-ce qui s'est passé dans les 10 dernières années dans notre économie canadienne. Je commence avec le PIB. Donc, on a un PIB qui est en augmentation quand même. On voit l'arrêt économique de 2020. Donc, on n'a pas techniquement de récession. Ceci étant dit, ça va dépendre de la mesure qu'on utilise. Donc, le PIB que je regarde ici, le PIB réel, disons, si je le divise par la population qui est rendue à près de 41 millions de personnes, on voit peut-être moins bien la progression dans les dernières années. Fait que j'ai fait ce petit graphique-là qui montre assez clairement l'augmentation de la taille de population dans les dernières années, là. Habituellement, on augmente de quoi? À peu près 1% par année. Là, on est rendu à 3-4 donc plus d'1 million de nouveaux Canadiens là, très récemment. Donc, ça vient un peu fausser les données ou ça vient les modifier parce que quand on divise la croissance économique du PIB par la taille de la population, donc on a une mesure per capita, on se rend compte qu'on a quand même, depuis 2015, comment je dirais ça, ça vire un peu dans le beurre. OK? Donc on a ici une sorte de manque de productivité alors qu'aux États-Unis, on a une augmentation de la richesse par la productivité aux États-Unis, chose qu'on n'a pas eu au Canada depuis à peu près 10 ans. Donc on vire un peu dans le beurre. Je regarde la taille de la fonction publique, hein, la taille de l'État. Quand je regarde entre 2015 et 2024, je me rends compte qu'il y a une augmentation assez importante de la taille du nombre de fonctionnaires, si on veut, entre 514 000 jusqu'à 735 000. C'est une augmentation de 43. Ça aussi, je pense que ça va faire partie, justement, une des raisons pourquoi on a des aussi grands déficits, pas uniquement, mais entre autres. Et quand je regarde justement le solde budgétaire, on a des déficits de 62 milliards, 48 l'année prochaine, 42, si bien que la dette du pays, elle augmente, ma foi, de manière astronomique, même si en fonction de notre PIB, hein, quand même de 2,4 milliards, on peut se comparer aux autres pays du G7, n'empêche que les déficits et des projections des déficits vont être très importants dans les prochaines années. Et le dollar canadien, on est à 69,5, donc largement sous la barre des 70, si on veut. C'est pas inconnu, on n'est pas en territoire qu'on n'a jamais vu. Ça s'est vu en 2016, ça s'est aussi vu en 2020. Dans les dernières 10 ans, on a eu quand même une forme de stabilité aux alentours de 75 cents. Des fois, on est allé en haut de 80, des fois en bas de 70. Pour le moment, on est là. Donc, on a vraiment une incertitude liée à l'économie, ralentissement de l'économie canadienne, force du dollar américain. On a peut-être la misère à tirer les capitaux dans cette incertitude-là. Donc, ça explique en partie, pas en totalité, mais en partie, qu'on a le taux de change, un des plus faibles depuis les 30 dernières années. Le taux d'intérêt des gouvernements, donc le bon du Trésor sur les obligations de 5 ans, est à peu près à 3. En 2015, il était plus aux alentours, même en dessous du 1. Donc, on a une augmentation du coût de financement des gouvernements. Ça a une influence aussi sur nos hypothèques, hein. Les hypothèques sont largement influencé par le bon du Trésor sur les échéances 2, 3, 4 et 5 ans. Si bien que quand je regarde le marché immobilier, hein, on a un marché quand même en complète ébullition, surtout en 2020, 21, 22. Ça s'est stabilisé depuis. Donc, une maison moyenne aujourd'hui, ça vaut 700 000, alors qu'il y a 10 ans, ben, c'était beaucoup plus aux alentours de 450. Donc là, si on a des maisons à 700 000 puis que les taux d'intérêt sur les marges hypothécaires, c'est plus aux alentours du 4-5. C'est une nette différence sur le budget, alors qu'avant, c'était 450 et des taux d'intérêt ben, sous le 3 même 2,89. Donc, la différence sur le budget des ménages, quelqu'un qui veut s'acheter une maison, disons aujourd'hui, ben, le paiement va être à peu près 3 500 pièces l'hypothèque et beaucoup d'intérêt, peu de capital, alors qu'avant, c'était à peu près 1 500 pièces avec beaucoup plus de capital et beaucoup moins d'intérêt. Donc, c'est une différence majeure pour le secteur immobilier ici au Canada. Par contre, on s'est quand même enrichi hein, au niveau des indices boursiers là, depuis 10 ans. Ça a été assez profitable. On était le TSX à Toronto, donc on passait d'à peu près 13 000 points jusqu'à 25 000. Ça n'a pas exactement, mais ça a à peu près doublé.
Donc, on a quand même une progression de notre richesse collective à travers les marchés financiers, la bourse, si on veut, nos patrimoines, de nos caisses de retraite, de nos REER. Et sinon, ben oui, je le compare souvent avec l'indice américain du S&P 500, qui a peut-être plus progressé que chez nous entre 2015 à aujourd'hui. Ben, le S&P a peut-être triplé, tandis que le TSX a doublé. On s'est enrichi, mais peut-être pas aussi vite que certains Américains, ou ben, en fait, nous aussi, on peut investir aux États-Unis d'ailleurs. Mais bon, c'est un peu ça. Je retiens l'accord de l'ALENA 2.0, l'ASEUM, qui s'est somme toute bien déroulé dans l'ensemble. On n'en garde pas des très grandes séquelles, je dirais. Je pense qu'il y avait plus de peur que de mal. Donc, ça, c'est peut-être un élément un peu plus positif malgré tout, parce qu'on doit la renégocier éventuellement dans les prochaines années, surtout avec le changement de garde au niveau politique qui s'en vient. Les salaires ont augmenté, hein. On passait de quoi, 23 piastres de l'heure à 31. Donc, une progression dans les salaires, ça va être nécessaire pour payer l'hypothèque. Euh, L'indice des prêts à la consommation, hein, avec quoi on calcule l'inflation ou la différence, l'augmentation ou le rythme d'augmentation. On voit cette période inflationniste ici. Donc, l'IPC est passé de 124 à 161, 162, donc une progression. Si je regarde le pouvoir d'achat, si on veut, la différence entre mon salaire et l'inflation, on remarque que les salaires ont un petit peu plus progressé quand même que le coût de la vie. Et ça, c'est quand même nuancé parce que si je regarde depuis 2021, c'est sûr que cette poussée inflationniste-là est venue vraiment gruger. Donc, ça dépend quand est-ce que je pars ma ligne puis que je la finis parce que si je le regarde à plus court terme depuis 2021, mais naturellement que le coût de la vie est beaucoup plus élevé que nos augmentations de salaire. Surtout si je compare avec le paiement hypothécaire, mon chum, qui a augmenté quasiment du double. Donc, voilà pour à peu près les 10 dernières années. J'essaie de faire un petit résumé pour vous. Et puis, ben voilà, je vous souhaite la bonne année. On va se reparler, évidemment. Je vais continuer mes capsules. Bonne fin de journée, bonne soirée, mesdames, messieurs. À la prochaine.